Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fiscalité internationale qui va être 100% dédiée aux règles pilier 2. Bonjour Fabienne. Bonjour Béatrice. J'ai le plaisir de t'accueillir pour nous parler de cette imposition, ces règles d'imposition complexes qui ont été modifiées par la loi de finances pour 2026. Avant d'entrer dans le détail justement des apports de la loi de finances, est-ce que tu peux brièvement nous rappeler l'ensemble du dispositif, le contexte général dans lequel on s'inscrit et là où on en était jusqu'à ce que la loi de finances soit adoptée? Oui, bien sûr. Alors, ce sont les travaux de l'OCDE qui ont conduit à la publication des règles modèles en 2021 et ensuite reprise dans une directive européenne, laquelle a été transposée par la loi de finances 2024 en France. Oui. Et donc, ce sont les grands groupes français, 750 millions de chiffre d'affaires, qui sont concernés par le dispositif dès 2024. Et là, leur prochaine grande étape, ce sera une échéance au 30 juin 2026 pour le dépôt de l'alias fiscal pilier 2. Donc c'est vraiment la première échéance Fiscale, oui. fiscale qu'on connaît en France, donc à la fin de ce semestre 2026. Exactement. En réalité, il y avait eu d'autres échéances, mais de nature comptable, puisque dès 2024 et là en cours à la fin 2025, les groupes ont déjà dû évaluer l'impact de cette réforme dans leurs comptes pour éventuellement comptabiliser un impôt complémentaire à ce titre. Bien. Donc on a l'imposition minimale, l'imposition complémentaire qui a trois composantes ou qui prend trois formes différentes. Est-ce que tu peux nous détailler Oui, un tout peu à plus? fait. Alors, le dispositif pilier 2, c'est éminemment complexe puisque les règles sont imbriquées. Donc, le concept de pilier 2 repose sur quelque chose d'extrêmement simple, c'est l'imposition minimale des groupes fixée à 15%. Donc on doit atteindre un minimum de 15% apprécié à l'échelle internationale pour un même groupe. Exactement. Donc, le profit doit être taxé à au moins 15% dans chacun des pays. Et si ce n'est pas le cas, un impôt complémentaire va être calculé et sera payé par la mère ultime du groupe à son administration fiscale. Donc, dans le cas des groupes français, c'est la mère ultime française qui paye à l'administration fiscale française. D'accord. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la règle d'inclusion du revenu. C'est le premier mécanisme. Okay. Il y a un deuxième mécanisme que l'on appelle la règle du bénéfice insuffisamment imposé, qui est en fait une règle subsidiaire au premier dispositif lorsqu'il ne s'applique pas. Donc, ce n'est pas le cas des groupes français. En revanche, pour les sociétés françaises de groupes étrangers, cette règle est susceptible de s'appliquer à partir de 2025. D'accord. Et pour terminer, on a un troisième volet. Exactement. Donc, aux côtés de ces deux mécanismes globes, nous avons ce que l'on appelle des QDMTT, donc Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax. C'est l'impôt national complémentaire qualifié. Et donc, ça poursuit encore une fois la même logique de ce seuil de 15% d'imposition minimale, sauf que là, la dimension est strictement nationale. D'accord. Donc, c'est chaque État qui a pu opter pour l'application de cette QDMTT ou pas. Et la France, en l'occurrence, a opté pour son application. Absolument. Et c'était tout l'objectif de l'OCDE, qui était d'essayer d'atténuer la concurrence fiscale internationale que se livraient les États, qui était jugée destructrice pour l'économie. Et donc le fait que les pays aient adopté petit à petit, enfin tous ne l'ont pas fait, mais que certains pays aient adopté cette QDMTT, on peut dire que c'est un succès du pilier 2. D'accord. Très bien. Là, on rentre très directement dans l'apport de la loi de finances pour 2026. On a une introduction en droit français de plusieurs mesures, là aussi très techniques. Alors, tu vas commencer par nous parler de la transposition de la directive DAC 9. Je rappelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme, on parle de DAC, c'est toute la série des directives en Administrative Cooperation, et le 9 qui désigne la directive en matière d'imposition minimale au niveau de l'Union européenne. Donc on a trois volets, transposition de DAC 9, et puis on a également l'introduction dans notre législation interne de mesures OCDE, et puis tu termineras par un troisième volet. Je te laisse la parole. Oui. Alors, DAC 9, donc là, on est sur le volet déclaratif. Si je reviens un petit peu en amont, donc les groupes français vont devoir déposer cette fameuse liasse fiscale qu'on appelle
le GIR. Oui, donc ça commence en juin 2026. Voilà, alors l'échéance est fin juin 2026. Donc ça, c'est l'objectif de déposer une seule liasse pour tout le groupe. En revanche, ça suppose qu'il y ait des échanges d'informations entre les administrations fiscales, donc entre l'administration fiscale française et les autres pays. Donc DAC9 vient régler le problème en Europe, puisqu'il prévoit un échange automatique entre administrations fiscales des États membres. Pour ce qui concerne les échanges avec les autres pays, une convention multilatérale d'échange est en cours de signature. Et donc, à terme, on espère bien qu'il n'y ait qu'un seul dépôt de GIR par groupe. Donc, il y a une signature progressive. On enclenche les signatures des États progressivement. Et alors, le dernier volet que l'on a là, issu de la loi de finances. Alors, le dernier volet, ça, c'est pour l'affectation de la QDMTT au sein des entités françaises. Alors, les précédentes lois de finances avaient proposé une allocation qui serait basée sur le taux effectif d'impôt des entités individuellement. Et finalement, en fait, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas de figure, l'allocation n'est pas satisfaisante, la clé d'allocation n'est pas satisfaisante. Et donc, le recours au résultat sera pris en compte pour cette allocation d'impôt national complémentaire français. D'accord. Alors, je voulais juste ajouter sur les obligations déclaratives, puisqu'il faut bien se représenter qu'il y a cette fameuse GIR à déposer pour le groupe. Et aux côtés de cette obligation, il y a en réalité une ribambelle d'obligations déclaratives locales, plus ou moins contraignantes, auxquelles les groupes doivent répondre. Et donc, pour ce faire, ils doivent mettre en place une veille fiscale pilier 2 pour s'assurer de bien respecter le contenu et les échéances. Les échéances de chacune. Exactement. Très bien. Et alors, on ne serait pas complet si on n'abordait pas le side-by-side package, qui est une fois n'est pas coutume, qui est un dispositif qui n'est pas proprement parlé un dispositif de la loi de finances, mais c'est un accord incontournable qui a été obtenu par les États-Unis et qui infléchit très directement les règles pilier 2 telles qu'elles s'appliquent au groupe américain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ont très bien négocié et donc comme ils disposent eux-mêmes dans leur législation ce que l'on appelle le dispositif GILTI, c'est un régime qui est jugé équivalent aux objectifs poursuivis par pilier 2. Et donc, puisqu'il est jugé équivalent, dès 2026, en réalité, les règles que l'on a vues, les deux mécanismes globes, ne s'appliqueront pas au groupe américain. Parce qu'ils ont déjà l'équivalent de par GILTI. Exactement. En revanche, ça ne les dispense absolument pas de ce que l'on a vu, les QDMTT locales, celles-ci demeurent applicables au groupe américain. Et le dispositif n'est pas valable uniquement pour les groupes américains. Si d'autres pays se dotent d'un régime jugé également équivalent à pilier 2, eh bien, ils pourront aussi bénéficier de ces exonérations. Ça crée un précédent et ça peut faire des émules si d'autres États adoptent des mesures équivalentes à pilier 2, alors qu'ils ne sont pas rentrés dans le cercle de négociation des règles globes de pilier 2. Donc là, on y voit très clair sur la portée pratique du side-by-side package, mais qu'en est-il des mesures de protection qui existent dans le cadre de pilier 2 du fait de cet accord? Qu'est-ce qui reste? Alors, en réalité, oui, dans le side-by-side, il n'y a pas uniquement cet accord, ce succès des États-Unis. Il y a, d'un point de vue organisationnel, des apports très riches, puisqu'on a la prorogation du régime de simplification basé sur la déclaration pays par pays, donc prorogation d'1 an, ce qui est une très bonne nouvelle pour les groupes, puisqu'ils se sont investis dans la mise en place de ce dispositif. Il a fallu notamment que la déclaration pays par pays soit qualifiée. Et le side-by-side prévoit également un autre dispositif, donc celui-ci permanent à compter de 2027, ce que l'on appelle le TUI simplifié. Alors, Béatrice, comme tu le sais, le TUI, c'est le rapport entre un impôt et un résultat. Donc, en ce qui concerne l'impôt, on s'éloigne quand même des simplifications puisqu'on a plutôt l'impression que l'impôt reprend des ajustements qui se rapprochent dangereusement des règles globes complexes. En revanche, pour le résultat, dans la plupart des cas, on s'attend à ce que soient exonérés les dividendes et les plus ou moins values latentes ou de cession, ce qui rend les ajustements simplifiés. D'accord, donc c'est
pour partie simplifiée et simplification un peu manquée sur la partie impôt, la partie Oui, du qui reste, numérateur, ouais, qui reste bien elle, complexe à déterminer. complexe. Donc ce dispositif pourra être appliqué à partir de 2027. Et l'autre avantage par rapport au dispositif précédent transitoire, c'est le fait que les groupes, lorsqu'un pays ne bénéficiait pas de cette clause de sauvegarde, ils pourront y revenir D'accord. C'est-à-dire au cours d'un exercice ultérieur. ultérieur, d'accord. Donc on n'est pas privé de ce retour si on ne l'a pas appliqué au titre d'un exercice. Exactement. Très bien. Et le dernier rapport de ce side-by-side que l'on peut citer, c'est la création d'une nouvelle catégorie de crédit d'impôt, puisque par définition, les crédits d'impôt ont un effet négatif sur le taux effectif d'imposition. Et donc cette nouvelle catégorie d'impôt, d'incitation fiscale fondée sur la substance, Oui. pourra être prise en compte dans le calcul du TEI. Donc c'est aussi un autre chantier pour les groupes, d'essayer d'identifier dans quel pays ils ont ce type d'incitation fiscale et celle qui pourrait être bénéfique sur le plan de pilier 2. D'accord. Merci beaucoup. C'est très complexe, on l'a compris, et néanmoins incontournable avec des échéances très immédiates pour cette année. Merci Fabienne pour toutes ces précisions d'un sujet éminemment complexe qui est pilier 2 et les mesures de cette loi de finances pour 2026 ne sont pas moins simples. Merci à toutes et à tous pour votre attention et nous en avons terminé avec cette vidéo dédiée à la fiscalité internationale.